Je vois absolument rien. Je vois rien à ce que je fais. C'est un jour sombre, donc la lumière est pas top. C'est pas grave. Alors, j'ai 3 feuilles. Et cette vidéo s'appelle J'ai 40 ans. Un truc dans le genre, je sais plus quel titre je vais mettre exactement, mais le projet, l'idée c'était J'ai 40 ans. Enfin là, en ce moment, je suis dans mon année des 41. En août, fin août, je vais avoir 41 ans. Et je voulais vraiment faire un bilan, si on peut appeler ça comme ça, faire en 40 ans, qu'est-ce que j'ai appris, 40 choses que j'ai apprises sur Terre. Mais comme je suis flemmarde et que je n'ai commencé, enfin j'avais l'idée depuis un bout de temps, mais j'ai commencé à y réfléchir sérieusement que hier soir, oui hier soir, du coup au lieu de 40 j'en ai 26. Et c'est déjà bien. Bon, tu me diras, je pourrais attendre et compléter, mais j'ai pas envie. J'ai envie de faire maintenant, j'ai envie de faire mes 26 comme ça, et puis voilà. Donc le titre est erroné parce que j'ai certainement marqué « J'ai 40 ans, 40 choses que j'ai apprises ». Mais en fait, c'est 26. Allez, c'est parti. Je dois prévenir que je vais lire, évidemment parler, regarder la caméra, mais je vais surtout lire, discuter de ce que j'ai écrit et je vais pas forcément rentrer dans des détails hyper précis. Donc si vous avez des commentaires, des questions, si vous n'êtes pas d'accord, il y a justement en dessous les commentaires qui sont faits pour ça et puis on peut en discuter. Ça, ce sont encore une fois mes avis, mon avis personnel, suivant mon expérience personnelle. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui s'est passé après justement mes expériences et que je me suis fait les réflexions, le constat d'eux, et c'est voilà, c'est ma life, mon avis. Après, si ça peut aider certaines personnes, tranquilliser certaines personnes, faire remettre en perspective des trucs pour certaines personnes, c'est tip top. Et voilà, c'est ma life. Alors, numéro 1. C'est pas trié, c'est dans le désordre et tout. Je sais pas pourquoi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est par rapport à la gueule de bois pendant longtemps. Donc j'étais très fêtarde et tout, donc j'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup fait de mélange et j'ai eu des putains de gueules de bois horribles. Et surtout comme je suis sensible du foie, j'ai eu mal au foie et tout. D'ailleurs je conseille pour le foie le radis noir, c'est très très bon. Donc j'ai dit, maintenant j'ai plus aucune gueule de bois, même quand je bois beaucoup, j'ai plus aucune gueule de bois. Et j'ai trouvé comment, c'est boire un seul type d'alcool ou 2 max. Pas de mélange du coup, mais ça c'est dit ratadi et tout, mais si tu suis ça, sincèrement ça va beaucoup mieux. Et quand la soirée est finie, avant de dormir, donc avant d'aller me coucher tout ça, je bois beaucoup d'eau. Je bois pas 1 litre parce que ça fait trop, mais je bois... ouais, je bois beaucoup d'eau. Déjà, moi, je bois beaucoup de thé. Il faut bien s'hydrater parce que l'alcool, ça déshydrate à fond. Donc, tu bois beaucoup d'eau. Et après, tu dors. Et le lendemain matin, au réveil, une petite douleur au foie ou quoi, machin, tu bois aussi beaucoup d'eau. Enfin, je bois beaucoup d'eau parce que tu fais ce que tu veux. Je bois beaucoup d'eau et je prends un Doliprane. Et franchement, ça va. Impeccable. Il y a plus la tête dans un étau. Il n'y a plus les grosses gueules de bois comme avant, quoi. Numéro 2. Bon, il y a des choses graves, intimes, graves, personnelles, qui sont évidemment mon opinion personnelle. C'est compliqué à dire. Là, je pensais pas que ça serait comme ça. Bref, c'est pas grave. Nous, les filles, on se fait beaucoup d'idées. En tout cas, moi, en tant que fille. En tout cas, avant. Grave. Sur ce qu'un mec trouve joli, attirant. Et ça, c'est vrai. J'ai longtemps été complexée car j'avais mes propres critères et standards de beauté, la plupart formés par la télé et les médias, etc. Mais tout s'est envolé quand j'ai compris que les mecs ne voient pas tellement via ce prisme. Ils sont plus réalistes et plus primaires que nous. Un corps est un corps, et si le mec est amoureux, c'est banco. Et même s'il n'est pas amoureux, de toute façon, il ne nous voit pas comme ça. Même si un mec il peut être attiré par, évidemment, un joli physique, un corps est un corps. Il comprendra qui veut. Et en ça, je ne dis pas de se laisser totalement aller. Oui, voilà, c'est pour me décrisper, en fait, pour me décomplexer. C'est pas pour
me balader toute la journée en pouilleuse. C'est pas ça que je me dis. Ou ne pas mincir, ou ne pas faire d'efforts sur mon corps. Et d'ailleurs, si je fais ça, c'est parce que moi, j'en ai envie. C'est pas forcément pour plaire à quelqu'un d'autre. Même si ça joue, on va pas se mentir. Nanana. Mais de se lâcher la grappe. Donc ce n'est pas pour se laisser totalement aller, mais de se lâcher la grappe si on ne ressemble pas à, je sais pas, n'importe qui. J'avais mis Kim Kardashian ou autre chose. Enfin, moi, Kim Kardashian, son physique m'attire pas forcément, mais elle est pas moche, quoi. Numéro 3, je me suis très mal occupée de mes dents. Ah oui, là, j'étais dans le physique. Je me suis très mal occupée de mes dents depuis toujours, alors que j'ai, depuis que je m'en souviens, du plus loin que je me souvienne, on va dire ça comme ça, eu beaucoup de caries et beaucoup de problèmes aux dents. C'est vrai, c'est vrai. C'est assez important pour moi d'en parler aujourd'hui pour sensibiliser les personnes qui viendront là. Pour moi, c'est un sujet important, les dents, la santé des dents. Je me suis déjà fait extraire plusieurs dents, dont 2 qui sont vraiment importants et qui sont chiantes quand tu as des trous. Donc, et ça, c'est dû évidemment à un mauvais traitement de ma part, parce que j'en ai pas pris soin. C'est assez... Les dents, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est hyper important, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent dans des écoles, par exemple l'école de mon fils qui est en maternelle, et qui viennent leur parler de comment s'occuper correctement de ses dents, comment les brosser correctement et tout. Moi, je pense pas qu'il y avait ça à mon époque, et c'est une très bonne chose, comme ça les enfants savent que c'est hyper important, qu'il faut se les brosser, même les dents de lait et tout ça, et même parce que ça influe sur les gencives, etc. Les douleurs de dents, je dirais que les douleurs de dents par rapport aux douleurs d'accouchement, là, de contraction et tout ça, c'est 40 milliards de... Pour moi, c'est la pire douleur du monde. Pour moi, c'est vraiment... C'est là où j'ai eu le plus mal, et je suis pas quelqu'un de douillet. Vraiment, j'ai pas mal rapidement. Je peux me cogner partout, je peux avoir des bleus, je peux tomber, tout ça. Je peux vraiment me faire mal sans avoir vraiment mal, mais les dents, c'est... Les dents, pour moi, c'est le pire, c'est la pire douleur. Et donc, qu'est-ce que je disais? Les douleurs de dents, c'est l'enfer, et les soins sont très chers. C'est vrai, les soins des dents sont très chers. Se faire des dents, c'est très très cher. Extraire des dents, c'est gratuit, mais après, pour en remettre, c'est très cher. Les soins des dents, c'est très très cher, c'est une fortune. Enfin, après 39 ans, parce que tout ça, ça m'est arrivé... Oui, l'extraction, c'était pendant mon année de quoi, 39-40 ans. Je sais m'occuper des dents. Il m'a fallu 39 ans pour savoir m'occuper des dents, être vraiment concernée par mes dents et tout. Je passe du fil dentaire tous les 2 ou 3 jours et je fais des brossettes les autres jours. Je me brosse les dents minimum 2 fois par jour, ce qui est recommandé. Normalement, c'est après chaque repas. Et si je mange un truc collant ou trop sucré qui va rester sur mes dents et qui va faire des bactéries, tout ça, qui vont entraîner la création des caries, comme j'ai peur maintenant, en fait, je vis un peu dans la peur, mais la peur bonne pour moi, qui me stimule, je vais me brosser les dents. Voilà. Puis de toute façon, c'est pas agréable d'avoir des trucs collants et tout ça. Donc ça, c'était le point dents, très important les dents. Le numéro 4, ne pas attendre de tout avoir, que tout soit parfait, d'avoir la bonne tenue, le bon équipement, ou quoi que ce soit. De se dire que ce serait mieux si j'avais ça, ce serait plus parfait, ce serait pour entreprendre, faire, se lancer, ce qui a longtemps été mon cas, et c'est en fait des fausses excuses pour s'empêcher de oui mais si j'avais, oui mais non, ça fonctionne pas. Tu auras peut-être plus tard, essaye sans, démerde-toi, vas-y comme ça, YOLO, c'est vraiment les leçons que j'ai apprises, et que si tu veux le faire, fais-le. Sinon, ça veut dire que t'as pas vraiment envie de le faire, ou ça veut dire que t'as peur de prendre le dessus. C'est pas grave, t'as pas l'équipement, tu vas quand même y aller. Bon, après, je dis pas de pas aller, d'aller grimper le mont Everest sans équipement, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Il faut faut avoir du bon sens, hein, dans ce que je dis, évidemment. Mais genre, moi je sais que j'étais souvent bloquée si j'avais pas la bonne tenue, ou si j'avais pas les bonnes pompes, si j'avais pas ci ou ça ou machin, et finalement ça me bloquait, et puis... J'ai laissé passer beaucoup d'opportunités, de choses à faire, et puis je regrette pas, parce que j'ai aucun regret, mais juste pas attendre de tout avoir pour faire, pour y aller. Faut se lancer. 5. Absolument rien n'est grave. Oh putain, rien n'est grave. Moi j'ai tendance à tout dramatiser, à ce que tout soit une montagne, à ce que...
J'avais la mère d'une copine qui disait toujours « Rien n'est grave, à part la maladie et la mort, et encore la mort. » On dédramatise, on prend de la hauteur, on se remet à sa place d'humain, mais c'est tellement important. On est quoi? On est juste des putains d'humains sur un putain de caillou, et on est là pour un temps limité. Donc c'est bon, quoi. Là, je pense à des trucs précis dans ma tête, c'est bon. Non, on se déresponsabilise pas, parce que c'est vrai qu'on pourrait prendre ça aussi pour dire « Ah, on s'en fout, machin, de toute façon on va mourir ». Donc on n'est pas dans le fatalisme non plus, on n'est pas dans la déresponsabilisation, mais pour des gens, là je parle, pour mon cas évidemment précisément, parce que c'est mes trucs que j'ai appris, pour des gens qui sont comme moi, du type angoissé, du type névrosé, du type crispé, du type rigide, voilà, pas des à la base, des YOLO, des tranquillous, pas des comme ça, hein, je sais pas ce que vous faites, mais pour des gens comme moi, c'est hyper important de se dire absolument rien n'est grave. Les problèmes de thunes, rien n'est grave. Les problèmes de... voilà, sans déconner, à part la maladie, même la mort, c'est pas grave. Bon, c'est clair que c'est triste s'il y a un accident mortel et tout ça, mais... je sais pas où je vais là-dedans, mais rien n'est grave. Bref, ça coupera au montage. Numéro 6, une journée identique peut être bonne ou mauvaise, selon son humeur et sa perception. Ça, c'est vrai. Putain, c'est tellement vrai. Et justement, là, il y a 2-3 jours, j'ai revu le film, super film, hyper émouvant, qui s'appelle About Time. Il est encore sur Netflix. C'est l'histoire d'un gars, c'est des hommes de la famille qui peuvent, comment on dit? J'ai le mot en anglais, travel. C'est quoi travel? Voyager dans le temps. Ils peuvent voyager dans le temps. Il n'y a que les hommes de la famille qui peuvent faire. Et ils peuvent changer des choses et tout ça. Et il y a une scène, du coup, dans ce film où il vit une journée, une première journée. C'est super dur pour lui. Niveau émotionnel et tout ça, c'est une dure journée, quoi. Et ensuite, il décide de la revivre avec un autre état d'esprit et la journée passe beaucoup mieux. Mais c'est exactement la même journée. Il décide de dédramatiser, justement. On dédramatise, on prend de la hauteur, on se remet à sa place d'humain. Et dans cette scène, il rigole et tout. Vraiment, il dédramatise. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Et ce qui change, c'est vraiment sa perception, le choix qu'on fait, c'est ce que j'ai appris, hein, de se dire ça va ou ça va pas. C'est dur ou c'est pas dur. Et ça paraît simple comme ça. Je sais que ça paraît simple. Tout est une question de choix. Tout est une question de décision. Clairement. Oui, la scène, une même journée reproduite exactement à l'identique avec seulement l'envie d'être heureux. Voilà. De dédramatiser et de profiter de la vie. Numéro 7. Penser à soi n'est pas forcément synonyme d'égoïste. Se faire passer avant, c'est pas forcément... ça peut être perçu comme... ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on est quelqu'un comme moi qui a toujours pensé aux autres, qui a toujours pensé à ce que les autres vont penser, à ce qu'ils vont ressentir, etc. Maintenant, je veux pas être méchante, c'est pas mon but, mais je veux... moi d'abord, je me sauve, je m'aide, et puis je rencontre des gens qui sont comme moi. Voilà. C'est ça aussi. On change, on évolue et on attire des personnes qui résonnent avec nous, qui ont les mêmes valeurs, etc. Numéro 8. Trouver ce qu'on veut faire plus tard comme métier. Oui, c'est ça, putain, c'est moi qui ai écrit, hein, mais j'ai du mal. Trouver ce qu'on veut faire plus tard comme métier n'est pas automatique quand on est jeune. Oui, et ça c'est important pour moi parce que à 20 ans, c'était tout noir. À 25, c'était tout noir, à 30, c'était tout noir, à 35, c'était tout noir. Je veux dire, quand je pensais au futur et quand je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et mais vraiment, mais je pensais déjà, je savais même pas, j'imaginais même pas mes 40 ans, j'imaginais même pas que j'allais vivre après 25 ans, certainement. J'avais pas de grands projets, j'ai jamais eu de « moi je vais devenir ça ». Et c'est pas grave, vraiment, c'est... je suis la preuve vivante qu'on peut vivre, qu'on peut continuer à vivre sans avoir de projet complètement défini de qui on veut être. Bon, c'est assez compliqué de naviguer dans la vie sans savoir exactement et d'avoir d'objectifs précis. C'est justement pour ça maintenant que j'ai appris à en faire. Ça s'apprend, tout ça s'apprend. Moi, j'ai l'impression d'avoir été complètement inadaptée
à la vie. Et c'est peut-être ma première vie, j'en sais rien, hein, parce que je... Est-ce que je dis que je crois à la réincarnation? Je sais pas, je suis pas sûre à 100%, mais il y a des trucs auxquels j'adhère. Donc, ouais, peut-être que c'est ma première vie, parce que je me sens complètement inadaptée. Il a fallu que j'apprenne des trucs qui, pour certains, sont basiques et logiques, et que pour moi, j'ai mis du temps à les apprendre, à les comprendre, à les regarder, à faire « Ah, bah c'est comme ça que ça fonctionne et tout ». Je suis inadaptée socialement. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Bref, j'ai pas eu de but et j'ai pas eu d'envie et j'ai pas eu de vocation et j'ai pas de mission de vie. Ça a été un grand truc là, des années récentes de faut trouver sa mission de vie, son chemin de vie, son machin. Non, 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 non. Personne, pas tout le monde est un grand gourou, est un grand astronaute, est un grand machin de ceci, de cela. Et en plus, on n'entend que les histoires qui ont fonctionné. Les acteurs qui ont dit « Oui, moi, quand j'étais jeune, j'avais 4 ans, je voulais absolument être acteur, je voulais absolument être chanteur. » Et là, tu le sais parce qu'il a travaillé, parce qu'il a percé, parce qu'il a réussi. Mais dis-toi que derrière, il y a 10 milliards d'autres qui, à 4 ans, étaient en train de chanter et danser et qui n'ont pas percé, donc, et qui font complètement autre chose, qui sont comptables, qui sont que sais-je, serveurs, machin, et c'est pas grave, et c'est bien aussi, et c'est qu'ils font autre chose, mais il n'y a pas de mission de vie, il n'y a pas, surtout maintenant, tu as 10 milliards de métiers, tu as 10 milliards de choses à faire, la vie elle change pour tout le monde en une fraction de seconde, ou en quelques semaines, tu vas vivre ailleurs, tu vas faire autre chose, tu rencontres d'autres gens. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me turlupinait beaucoup quand j'étais plus jeune, parce que c'était tout noir, c'était tout brouillard et j'avais absolument rien de... J'avais aucune certitude sur ce qu'allait être ma vie, si j'allais encore être vivante et ce que j'allais faire sur Terre et ce que j'allais être utile dans la société. Donc pas de souci là-dessus, faut plus se stresser là-dessus. Trouver ce qu'on va faire plus tard comme métier n'est pas automatique quand on est jeune. J'ai été dans le flou et le brouillard pendant très longtemps, de longues années, et même encore maintenant, je ne suis pas sûre à 100%. Et c'est ok. Aujourd'hui, on peut tout tester et avoir plusieurs expériences pro sur son CV. Ce concept de mission de vie, de vocation existe, oui, mais il faut se relaxer si on ne veut pas être astronaute depuis ses 6 ans et qu'on n'a pas tout fait pour y arriver. On passe au numéro 9. Se responsabiliser, c'est être totalement et entièrement soi-même. Se prendre en charge, c'est accepter qu'on est son sauveur. Ça, c'est ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps. Même si j'ai toujours été quelqu'un d'autonome, j'avais souvent tendance à me plaindre et à rejeter la faute sur la société ou autrui. Maintenant, je sais, évidemment, par rapport à toutes mes lectures, que je suis la seule artisan de ma vie, de mes pensées et de ma situation. Point barre. On peut rajouter des choses et dire oui, mais il y a ci qui rentre en ligne de compte, oui, mais machin, tout ça, mais je décide de plus le faire. Je décide de plus le faire et d'être complètement et entièrement aux rênes de ma vie et de ce qui m'arrive. C'est ça, être et devenir acteur de sa vie. Il se passe des choses alentour qui vont certainement influer ma façon de penser et mon chemin et tout ça, mais c'est pas grave. Je vais gérer avec et je vais certainement pas remettre la faute sur. On s'adapte. Ah bah ça c'est comme ça. Ah bah c'est une déviation. C'est comme quand tu conduis, quand tu vas d'un point à un point B. Là il y a un accident, là il y a un chantier, là machin. Bon bah déviation, tu passes par autrement. C'est pas forcément de la chose, c'est des choses de la vie, c'est comme ça. Je remets plus la faute sur les autres. J'essaye. On en est où? 10. Les peurs et les angoisses sont des créations personnelles. Les peurs et les angoisses sont des créations personnelles qu'on décide de croire. Qu'on décide de croire la plupart du temps inconsciemment, on est d'accord. Hein, mais ce sont nos créations personnelles. Et si on décidait d'aller bien, et si on décidait de croire que tout va bien, et si on décidait de croire le positif consciemment, l'humain fonctionne de telle façon qu'il envisage le pire pour s'y préparer, c'est inscrit dans notre histoire, pour se défendre, pour y parer, pour y faire face. Aujourd'hui, vivant dans le monde moderne, on peut apprendre à se tranquilliser et envisager le meilleur pour l'avenir. Ça, c'est un truc... comment dire, par rapport à la Fago, j'ai appris ça, que moi, j'appréhendais beaucoup, j'appréhende encore évidemment pas mal. On appréhende avec des scénarios catastrophes et tout pour quand ça arrive,
qu'on soit dans la rapidité d'exécution, de penser de qu'est-ce qu'on va faire pour se démerder, etc. Et justement, dans ma tête, souvent c'était et si il m'arrive ça, et si il se passe ça, et si ça machin. Et moi j'avais trouvé l'idée de renverser, de faire l'inverse, et si tout allait bien. Et si je mâchais bien, et si j'avalais bien, et si c'était délicieux, etc. Et c'est comme ça qu'on fait. En fait, c'est un apprentissage, hein, c'est un conditionnement personnel, hein, c'est rien de plus. Hein. Mais ça part d'une envie, ça part d'une décision, ça part d'un choix. De plus se laisser comme ça porter par des émotions négatives et des scénarios catastrophes. Numéro 11. Tout le monde ne pense pas comme moi. Et c'est bien dommage. Il y a des choses qui me semblent logiques, qui ne le sont pas pour d'autres. Et ça, oui, c'est vrai, quand on le dit, bah oui, bien sûr. Hein. Robert Bobby, il n'a pas la même éducation que moi. Il n'a pas la même sensibilité que moi, etc. Il n'a pas le même milieu social. Tout rentre en ligne de compte. Il n'a pas le même sexe que moi, donc évidemment les femmes, les hommes ne pensent pas pareil, on n'a pas été éduqués pareil. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui fait que ce qui me semble logique pour moi n'est pas logique pour d'autres et je dois me le répéter et je l'accepte et c'est ok. Chacun a sa sensibilité, ses croyances. Aujourd'hui avec l'âge, je suis plus tolérante. Je suis plus tolérante et je me rends compte vraiment de ça. Vraiment, et c'est pour moi, c'est hyper important de me dire Ginette, elle pense pas la même chose que moi. Ce qui moi par exemple me perturbe, me choque, m'attriste et tout, va pas faire la même chose à Ginette. C'est ça, donc ça veut dire qu'il va falloir que soit j'explique mes réactions, soit que je sois plus tolérante, que je sois plus compréhensive, que je sois certainement plus patiente, que je... Voilà, tu vois, c'est comprendre les autres, comprendre qu'on n'a pas du tout le même point de vue, qu'on n'a pas la même vision du monde, qu'on a... Voilà, c'est comme ce qui s'est passé avec les FDP duo, c'est... eux, ils doivent certainement croire qu'ils sont dans le vrai, dans le juste, dans leur émotion, qu'ils ont été blessés, tout ça. Et moi, je crois aussi, mon émotion, mon juste, mon vrai, ma blessure à moi. Et c'est certainement en ça qu'on va se retrouver, enfin, qu'on se retrouve. Voilà. Bref. Numéro 12. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Retracer sa ligne, ok. Dévier, ok. Repenser son projet, faire autrement. Mais jamais, jamais, jamais baisser les bras pour de bon. Si on persévère intelligemment, j'ai dit intelligemment, faut pas faire son bélier neuneux là, qui fonce toujours et que ça mène à rien et que c'est difficile et que c'est toujours un combat et qu'il n'y a pas d'issue quoi. Faut pas faire ça. Je suis convaincue d'une issue heureuse, sans compter évidemment les apprentissages sur le chemin et la résilience acquise. Oui, il faut pas abandonner tout d'un coup, il faut pas baisser les bras et dire stop de façon hyper finale et qu'il se passe plus rien, parce que là si on ferme vraiment la porte, il se passe vraiment plus rien, carrément plus rien, tout est fini, aïe, on connaît la fin de l'histoire. Alors que si on revoit le projet, si on le retourne dans d'autres sens, si on le partage avec des points de vue différents, tout ça, on peut arriver à quelque chose, j'en suis convaincue. Et si ça fonctionne pas, comme on dit, de toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Ah, ça c'est tellement vrai et je m'en rends compte au fur et à mesure. En fait, je m'en rends compte depuis que je me filme, que je fais des vidéos et que je continue et que je commence à écrire et que je fais des trucs sur internet et que... ouais, je m'en rends compte. Il y a toujours quelques bons trucs à retirer de tout ce qu'on met en place. On est sur le combien là? Numéro 13. Espérer, vouloir et rêver ne sont rien si on ne prend pas le temps d'écrire ses objectifs concrètement et de se faire des plans d'action. Oui, l'univers peut envoyer des cadeaux et des opportunités sans rien, comme ça. Mais c'est rare et c'est un peu chiant d'attendre que ça nous tombe tout cuit dans le gosier. Moi qui adore tout ce qui est manifestation, je suis partisane, à chaque fois je sais plus, je suis partisane du faire,
de l'énergie, de bouger dans la matière. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça. Pour que le flux d'énergie circule et amène les opportunités, les cadeaux espérés. Tout est une question de flux et d'énergie. Il n'y a pas à chipoter. C'est exactement comme ça. Plus tu bouges et plus l'énergie va circuler et va amener d'autres choses avec des vibrations et tout ça. C'est comme ça que ça marche. C'est physique quantique et tout ça. Là, c'est tellement passionnant. Mais vraiment, c'est comme ça. Et je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié concrètement par des choses qui me sont arrivées. Et dans cette vidéo dont je parle précisément, c'est que j'avais commencé à marcher. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou, hein. J'ai commencé à marcher pour bouger mon corps, pour renouveler mon énergie, tout ça, vibrer plus positif et tout, être en connexion avec la nature et tout, et l'univers et ce que tu veux. Parce qu'on est là, on n'est que des humains sur un caillou, hein, dans l'univers, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et parce que je cherchais un boulot et tout ça, et je voulais que ça arrive, et c'est là où m'est arrivé... un boulot, une opportunité et tout ça qui a façonné tout ce qui s'est passé après, etc. Et c'est arrivé plutôt vite parce que j'ai bougé et vraiment je sais que c'est ça, j'en suis convaincue, je le sais. 14. Il faut absolument sortir de sa zone de confort. Si tu es mal à l'aise, c'est que tu as quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose qui pique, qui dérange, reste et tente de comprendre pourquoi. Faut évaluer le mal-être. On peut vivre l'inconfort en prenant de la hauteur. Oui, c'est ça, oui. Ça rejoint à tous, rien n'est grave, c'est vraiment là, cette situation elle est merdique, je me sens pas bien. Je me sens pas bien là, maintenant, là, entourée de tous ces gens ou dans cette soirée ou dans ce boulot, dans cette réunion. Quoi d'autre? Je me sens pas bien là, au moment T, là, je me sens très inconfortable, c'est très désagréable. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est quelque chose où je voulais pas aller parce que je savais que ce serait pas bien, parce que j'aime pas ce genre de situation. Enfin voilà, ce type de moment là très inconfortable, très désagréable où on se sent mal quoi, franchement. Mais moi je sais que ça se traduit par, je commence à avoir chaud, je commence à transpirer, je commence à là-dedans ça commence à mouliner de fou. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer en courant, vraiment. Donc ce genre de situation là très inconfortable. On peut vivre l'inconfort en prenant de la hauteur, relativiser encore une fois. Cette expérience était nulle émotionnellement. Je ne veux plus recommencer, mais je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi ça m'a mis dans un tel état. C'est important. Je peux pas juste dire j'y vais plus. Enfin ça c'est ce que je faisais avant. J'y vais plus, c'est plus jamais. Non, fini. Non, non. Je veux pas non plus me flageller. Je veux pas. C'est pas du sadomasochisme, c'est pas ça, c'est s'il y a un truc qui pique là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, j'en suis convaincue. Et en plus, dans des situations désagréables, inconfortables, ça nous pousse justement à apprendre de nouvelles compétences, à être avec des gens justement. Moi je sais, tiens, je pense à quelque chose. Il y a des types de gens, pour moi il y a beaucoup de types de gens. Il y a des types, il y a des milieux, un peu plus pauvres, un peu plus riches, un peu plus bourgeois, Et je sais qu'il y a eu un moment où j'étais très gênée d'être dans des milieux plutôt bourgeois où je me sentais très inconfortable. Et donc c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Pourquoi? C'est l'estime de toi, c'est que tu t'en sens pas digne, enfin voilà, il y a plusieurs questions à se poser, etc. J'allais où par là? Cette expérience était nulle émotionnellement, je ne veux plus recommencer, mais je veux savoir pourquoi. Et aussi avoir le bon sens de réaliser que telle ou telle chose n'est pas adaptée et peut-être transformer l'expérience. Ouais, changer quelques petits trucs. Encore une fois, toujours le jamais abandonner complètement, modifier certaines choses pour. Numéro 15, trouver et déterminer ses problématiques de vie pour les accepter et les travailler. Là, je parle d'un truc auquel je crois sans preuve. À l'incarnation, on s'est choisi, enfin c'est ce que je crois et ce que j'ai entendu et je suis d'accord avec, on s'est choisi des choses à expérimenter sur Terre et on s'en souvient plus, malheureusement. Au fur et à mesure de notre temps sur Terre, de nos expériences sur Terre et tout ça, on découvre via les schémas répétitifs ce que c'est.
c'est le constat que j'ai fait par rapport à ma vie. J'ai essayé de déterminer quelques problématiques de vie justement pour les travailler, pour les dépasser et pour... Il me tient tellement à cœur de remplir justement ce que je me suis dit que j'allais faire sur Terre. Mais moi je suis quelqu'un qui a besoin de trouver du sens dans tout. Même dans tout ce qui est métaphysique, spirituel et tout, il faut que ça m'aide et que ça m'accompagne dans mon quotidien. Moi, je suis très terre à terre. Si c'est juste pour allumer de l'encens, une bougie et rêvasser toute la journée, ça m'intéresse pas, clairement. Il faut que ça me serve et je veux aussi donner évidemment sur cette chaîne tout ce que je pense qui va nous aider, nous sur Terre, humains, incarnés de chair, qui vivons le quotidien. Il faut que ce soit la spiritualité, la manifestation, tout ça, il faut que ce soit quelque chose qui nous aide concrètement, là. J'ai besoin de thunes, j'ai besoin de me loger, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de payer mes factures. C'est ça ma vie, c'est ça notre vie à tous, à part ceux qui sont certainement dans les hautes sphères et tout. Et encore, j'en sais rien, ils ont certainement d'autres problématiques. Bref, restons dans le sujet initial. Donc moi là, tout ce que j'apprends, tout ce que je recherche, c'est pour aider ma vie sur Terre. Parce que je suis venue sur Terre pour vivre des choses, pour ressentir des choses. Et donc à l'incarnation, d'après en plus une nana super là qui est médium qui s'appelle Christine ou Christiane, je sais plus, je crois que c'est Christine André, qui est une médium et qui parle de l'incarnation, de la réincarnation et qui dit que on se choisit des choses. Et c'est très intéressant parce que moi j'étais très intéressée par rapport aussi aux gens qui se suicident, aux morts des enfants aussi, où on se dit ah putain c'est injuste et tout, c'était un petit et maintenant il fallait que je comprenne, et ça m'a tranquillisée. C'est peut-être faux, hein, c'est peut-être complètement faux. Il y a des gens qui vont dire, moi je sais que j'ai été avec un mec qui disait mais non, ça n'a aucun sens, il n'y a pas de sens, puis c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne pense pas, franchement je ne pense pas. Je pense qu'il y a une intelligence plus haute, plus grande que nous. C'est comme dans Futurama, le gros cerveau là, c'est vraiment comme ça que je l'imagine et que je le visualise. Et ensuite, quand on retourne là-haut, avec notre âme et tout, et qu'on a engrangé toutes les émotions et tous les trucs qu'on s'était dit qu'on devait faire sur cette terre, et ben on les rend au gros cerveau, enfin on les rend, on les télécharge au gros cerveau, un truc dans le genre, c'est ce que j'imagine, je visualise. Donc il faudrait que je retrouve cet épisode de Futurama, là, le gros cerveau qui prend, je crois qu'il prend tous les livres en plus de la bibliothèque. Mais c'est vraiment ça, c'est un peu ça quoi. Donc on est sur Terre pour apprendre des choses, pour vivre des trucs, parce qu'on n'est pas là longtemps en fait. Hein. Et tant mieux, heureusement, parce que c'est déjà hyper chiant, et hyper long, et hyper dur parfois. Il y a un sens, il y a un sens. On doit faire des choses, on doit vivre des choses, on doit dépasser des choses. Et je parlerai plutôt certainement plus tard, pas dans cette vidéo mais dans une autre, du suicide et de la mort, des morts accidentelles, des morts subites, soudaines, genre pas de vieillesse quoi, pas de cause naturelle on va dire. Ça filoche, on en était où? 16. Si on s'aime, si on s'accepte, on vibre l'amour et l'acceptation. Numéro 17, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Ouais. Bon, sauf des trucs physiquement dangereux, j'ai marqué entre parenthèses. Si t'as, je sais pas quel âge et que tu veux faire un saut à l'élastique et que t'as des problèmes de cœur, je sais pas si c'est possible. Il y a des trucs comme ça. Mais là encore, on fait appel à notre bon sens. Mais genre, si tu veux reprendre tes études, tiens, j'ai vu passer une publication il n'y a pas si longtemps sur Facebook d'un mec qui avait quoi, 80, 90 ans et qui avait enfin eu, je sais plus, un doctorat de je sais pas quoi, qu'il avait commencé il y a longtemps. Non, c'était pas un doctorat, c'était autre chose parce que c'était un truc américain, mais voilà, juste pour dire qu'il avait commencé ses études, qu'il avait vécu sa vie entre-temps et qu'ensuite, il avait terminé ses études et qu'il avait été diplômé.
Donc il est jamais trop tard et on peut toujours reprendre. Si tu as 55 ans et que tu veux faire du pole dance, c'est possible, tout est possible. Le seul frein dans 95% des cas, c'est toi. C'est vrai, c'est nous qui nous mettons des bâtons dans les roues, c'est nous qui nous disons que ah bah non c'est pas possible, ah bah je suis trop gros, ça va, je suis pas assez bien, ah bah je suis trop moche, ah bah j'ai pas les compétences, ah bah j'ai pas l'argent. Moi aussi pendant longtemps je me suis dit ah mais non mais j'ai pas l'argent, je peux pas faire ça, mais j'ai pas ci, machin. Et j'ai appris, ah bah tiens c'est dommage je l'ai pas marqué, mais que toutes les excuses qu'on se donne et aussi beaucoup les trucs de ah bah j'ai pas l'argent, si on a toujours l'argent, on décide de mettre son argent, son peu d'argent si tu veux, sa somme d'argent là où on veut. Tu priorises absolument ce que tu veux payer, tout ça, clairement. C'est toi qui te dis dans ta tête, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire, ah bah non ça va être trop cher. C'est toi qui te dis ton jugement de valeur dans ta tête. Toi tu vas te dire, ah putain, je sais pas moi, ce bijou là, dis donc c'est excessif et tout, 150 balles pour ça, ah bah non ça les vaut pas. C'est toi qui te dis ça. Mais la meuf ou le mec derrière qui l'a fait et qui a mis ce prix là dessus, pour lui ça lui semble juste, ça lui semble honnête ou que sais-je, il a son idée de valeur dans sa tête. Donc on est tous différents par rapport à ça. Et donc on met son argent où on veut. Et donc on fait ce qu'on veut. Et donc aussi, on se freine aussi soi-même. Il est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Numéro 18. Le regard des gens. Bah tiens, le regard des gens, leurs critiques, leurs moqueries, leur désapprobation, etc. ne doivent pas compter ou t'empêcher. Tu vis pour toi, c'est ta vie en fait. On vit parmi les autres, dans une société, avec sa famille, ses amis, ses collègues de travail, on discute, on a des relations et tout. Mais à la fin, sincèrement, je pense sur ton lit de mort, moi je pense à ça. Fais le bilan déjà. Est-ce que tu as fait tout ce que tu voulais faire? Est-ce que tu as entrepris tout ce que tu voulais faire? Est-ce que tu as expérimenté ce que tu voulais faire? Est-ce que tu voulais t'habiller en fluo, mais purée fluo c'est trop voyant, donc bon bah non, tu t'es abstenu de le faire parce que justement le regard des gens, parce que ça va trop se voir, parce que non, je suis pas d'accord. Clairement à la fin c'est ta vie, c'est ton incarnation, c'est ton corps. Tu veux te faire tatouer à 102 ans, fais-toi tatouer à 102 ans. Tu vas avoir des enfants tout seul et des enfants tout seul. Tu veux... voilà, à la fin, les gens donnent leur avis s'ils veulent. C'est cool. Bon, j'ai une coupure. Je sais pas où j'en suis. Alors, on en était à que c'est ta vie. Le regard des gens, leur critique, leur moquerie, oui, leur désapprobation, ou même leur approbation en fait. Enfin, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir quelqu'un qui t'encourage et qui t'approuve, évidemment, ça te motive encore plus, ça te donne plus d'énergie, mais même ça. Si tu pars du point de vue que la désapprobation, on s'en fout, et que tu y vas, l'approbation aussi, on s'en fout, c'est juste un moteur de plus. Et ce qui était important pour moi, ce qui me résonne, là, ah putain, c'est ma vie, c'est mon corps. À la fin, là, at the end of the day, comme disent les Anglais, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est tes responsabilités, c'est ta vie, c'est ton incarnation. 19, aimer. Ah mon dieu, qu'est-ce que j'aimerais. Oui, non, mais parce que je l'ai marqué parce que c'était une problématique vraiment importante pour moi et même encore parfois ça me perturbe un peu. On peut être carrément ambivalent. Moi j'ai marqué aimer le dark est compatible avec la joie de vivre, la bonne humeur et le rose paillette. Avoir des tendances dépressives n'est pas la fin du monde et peut se gérer sans antidépresseurs. Ouais, là j'englobe vachement de trucs parce que ça parle évidemment de moi. Là, c'est encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Par exemple, les métalleux, on les croit hyper comment dire, qu'est-ce qu'on croit sur eux? Ils ont une apparence un peu brute, un peu dark, un peu, on a l'impression qu'ils sont antisociaux et on a l'impression, parfois, hein, moi je dis les clichés, hein, les préjugés, hein,
c'est pas ce que je pense, qui sont mal élevés, qui sont grossiers, voilà, des choses comme ça. C'est comme les a priori aussi, ce qu'il y avait sur les goths. Moi, toute mon adolescence, on m'a dit « Ah, t'es sataniste, t'es sataniste ». Il n'y a aucun rapport entre les gothiques et le satanisme. Voilà, ce sont des gens incultes qui disent ça, ce sont des gens qui font des raccourcis, évidemment. Et pendant toute mon adolescence et même encore maintenant, je suis quelqu'un qui adore la mort, parler de la mort, l'esthétique de la mort, le sang, les vampires, les histoires évidemment de vampires, ouais, l'esthétique de la mort, tout ce qui est dark et tout, j'adore les croix, j'adore aussi le satanisme, j'adore tout ce qu'il y a autour, même la culture pop et tout ça par rapport à ça. J'aime la vulgarisation de ça, j'aime tout ça. Et j'aime aussi, j'aime aussi le côté chic, le côté bourgeois, le côté lumineux. J'aime aussi les belles fringues, j'aime le luxe, j'aime les marques de luxe. J'aime aussi tout ce qui est rose, j'aime les paillettes, j'aime les licornes. Bon, il y a plein d'autres trucs, mais là, pour l'instant, ça vient pas. C'est juste pour dire que on peut ne pas se cantonner à un style et à un état d'esprit, ce qui m'a longtemps, moi, perturbée, parce que je me disais, bah attends, je suis goth ou je suis autre chose, surtout à mon époque, moi je suis une enfant de 83, il y avait vachement les groupes là, j'ai l'impression, j'y suis plus, mais au collège et tout, il y a beaucoup moins de groupes style les skateurs, les goths, les machins, j'ai l'impression, après je peux me tromper, hein, j'y suis pas, mais à mon époque, c'était vraiment très catégorisé. T'étais dans un groupe et t'étais pas dans l'autre, et puis voilà, donc ça m'a vachement perturbée quand j'étais plus jeune parce que j'arrivais pas à décider, il fallait que je sois quelque chose quelque part et que je garde ce style de vie, ce mental et tout cet état d'esprit, alors que j'en ai 10 milliards. Voilà, et je tiens aussi à préciser qu'être goth n'est pas forcément être dépressif, au contraire. Pour moi, ça s'est joint les deux parce que j'étais assez plutôt morbide et très triste quand j'étais petite. Mais ça n'est pas obligé d'être ensemble, clairement. Après, on peut aimer, oui, donc on peut aimer le dark et les trucs. Il y a des gens, ben c'est comme ça, c'est comme les gens qui adorent les documentaires sur les serial killers, c'est pas pour autant qui sont pro serial killers et qui sont eux-mêmes serial killers et qui vont adopter ce style de vie, on est d'accord. On peut aimer des choses sans être forcément... dans l'imagerie et dans l'état d'esprit de. Et le deuxième truc, c'était quoi? J'espère que je me fais bien comprendre et que je m'exprime bien, parce que sinon ça peut vite porter à confusion. On peut être tout et son contraire. Moi, je suis très ambivalente. Moi, je peux vraiment être tout et son contraire. Je peux tout adorer. Un jour, je me sens plutôt comme ci, comme ça, donc je vais me fringuer comme ci, comme ça, puis je vais penser comme ci, comme ça, et puis l'autre jour, ça va être différent. Il n'y a pas tellement, malheureusement, je ne sais pas, de constance, ça va avec mon humeur, avec mon état d'esprit. J'essaye évidemment de maintenir la barque sur les flots, mais là, je vais ailleurs. Donc là, c'était juste pour dire quoi? Attends. Ah, tiens. Donc on peut... Comment on pourrait le formuler là? On peut aimer tout et son contraire, on peut être ambivalent, on peut être changeant. On peut aimer le noir et le rose et puis c'est cool. Voilà, comprendra qui veut, hein, qui peut. Le 20, être une bonne maman, ah bah tiens, être une bonne maman, un bon parent, ça s'apprend. La parentalité m'a appris qu'il faut être prêt à tout déconstruire. Ses croyances, ses idéaux sur soi, sur la vie et ses enfants. Et se réinventer en fonction de ses enfants. Alors oui, j'en vois déjà qui vont me crier dessus, ah bah non, t'es pas qu'une mère et tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais moi, pour moi, être la maman dont ils ont besoin. Pour moi, être une mère, si, il faudrait peut-être que j'explique, mais ça va évidemment avec ce que j'ai envie d'être et mes croyances et tout ça. Est-ce que je dis ça ou pas? On a les enfants qu'on mérite, alors c'est cool pour moi. Je ne sais pas si je suis encore d'accord avec ça ou pas, parce que je connais quelqu'un qui a 2 enfants formidables et de mon point de vue, je trouve que c'est une bouse, mais tant mieux. Et moi, c'est vrai que j'ai des problèmes avec mon grand garçon, donc est-ce que je mérite ça aussi? Je sais pas. Bon, cette phrase, je vais peut-être l'enlever, on verra bien. Mais oui, je prends ça très très au sérieux. Pour moi, c'est une grosse partie de ma vie. Et justement, c'est quelque chose, être maman, être parent, être
être quoi? Être responsable de l'évolution, de l'éducation, de la vie d'un petit enfant en devenir, d'un petit humain en devenir, c'est pour moi, c'est quelque chose de extrêmement important. Voilà, déjà, pas à partir de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que ça m'a énormément appris. Ça dépend comment on le prend. Ça peut être juste, c'est déjà très bien, hein, subvenir financièrement et matériellement aux besoins de ses enfants. Sauf que moi, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin puisque je sais à quel point c'est déterminant pour la vie future, pour le bien-être futur, pour l'épanouissement du grand humain qu'on devient plus tard dans la vie, quand on devient jeune adulte et adulte. L'importance de l'enfance, l'importance de l'éducation, l'importance, oui, de l'éducation émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, je me suis mise à lire ça là récemment. Tout se joue avant 6 ans, alors que mon deuxième enfant a déjà 6 ans. Je me suis acheté... Non, je l'ai trouvé ou je l'ai acheté, je sais plus. Oui, j'ai dû le trouver dans une cabane à livres il y a 2-3 ans, 2 ans. Et je me suis dit, ah, je vais le lire et tout ça. J'en avais déjà connaissance de ce bouquin quand mon premier enfant était plus jeune. Je crois que c'est ma mère qui m'en avait parlé, enfin je sais plus, et je l'avais pas lu parce que j'ai toujours mis à plus tard. Et en fait, mon grand avait dépassé les 6 ans, donc je me suis dit, oh bon bah il a dépassé, tant pis. Et puis là maintenant il va avoir 17 ans, et là je l'avais retrouvé. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais le lire pour mon deuxième petit garçon et tout. On va faire les choses bien, on va apprendre des choses et tout. On va essayer de pas tout niquer. Mais là, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse en tant que parent, il faut vraiment se déculpabiliser. Tu vas foirer, clairement. Il y aura forcément des trucs qui vont être traumatisants pour lui, pour elle. Il y aura forcément des trucs... On est des humains avant d'être des parents. On est des gens avec des émotions. Alors même si on apprend et tout, moi il y a des trucs qui me dépassent encore. Et après je me dis, ah mais non, mais t'aurais dû faire comme ça et tout ça. Et c'est ok. C'est complètement ok. Je suis pas surhumaine. Et puis on est tous traumatisés. On est tous névrosés à notre façon. Et puis de toute façon, qu'est-ce que j'avais marqué aussi ? Oui, attends, on va reprendre là-dessus. La parentalité m'a appris qu'il faut être prêt à tout déconstruire, ses croyances et ses idéaux sur soi, la vie et ses enfants. On croit qu'on va avoir tel enfant, on croit qu'on va être tel ou tel parent, on croit, tu vois, moi jamais il regardera la télé à cette heure-là, ou après ça, il faut déjà qu'il fasse ci, ça, mais quand tu le vis, déjà, faut voir la personnalité, le tempérament de ton enfant. Faut voir aussi si toi t'es fatigué, si ceci, si cela, comment tu t'adaptes, comment tu gères et tout. Ça ne se passe jamais comme on avait prévu. Jamais. La rigidité ne mène pas loin dans ce domaine, ça c'est sûr. Il faut être prêt à changer, évoluer, progresser pour aider ses enfants à grandir et à être des humains heureux et épanouis. Et j'avoue que je n'y suis pas encore totalement. Est-ce que j'y serai un jour? Je sais pas. Hein. Je pense pas. Surtout avec mon ado, mon premier enfant. Bah, le premier, le pauvre, c'est lui qui se prend tout dans la gueule. Hein. C'est toujours comme ça. Numéro 21. Oser se rebeller et être parfois irrespectueux et respectueuse. Oui, oui, oui. Alors c'est pas bien vu là dans la société de dire va te faire foutre, ferme ta gueule. Des choses comme ça, ou de faire des fuck et tout ça, mais moi je suis hyper partisan de ce genre de choses. Tu peux faire ta bulle de protection, hein, clairement, hein, tu peux te fermer les yeux, t'imaginer ta jolie bulle de protection, ne laisser passer, ne laisser rentrer que de l'amour, que des bonnes énergies, sauf que au bout d'un moment, comme je l'ai déjà dit, on est incarné là sur la terre avec la vie quotidienne, avec parfois des gros connards de fils de pute, de ramassis, de chiottes pas finis. Hein. Vraiment, il y a des gars qui sont pas finis, qui ont été bercés trop près du mur. Hein. On va pas se mentir, on les connaît tous. On a déjà eu affaire à eux. Il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui sont méchants. Et quand on lit des choses sur le développement personnel, sur la psy, sur machin... On se rend compte que ah, bah, les pauvres, oui, bon, bah, ils sont pas intelligents émotionnellement. Oui, bon, bah, ils ont pas appris, ils ont pas lu, ils ont pas conscience, ils ont pas... Et à un moment, c'est bon, tu vois. On peut être intelligent et compréhensif et tout ça et se l'expliquer, mais dans la vraie vie, là, dans le concret, dans le réel, c'est des fils de pute. Voilà, point barre. Donc, moi, je suis pour leur dire, va te faire foutre, connard.
Pas faire des crasses, hein. Ça c'est eux qui le font, hein. Dans la matière et tout ça, c'est eux qui nuisent, c'est eux qui font des accusations mensongères. CF, vous savez qui. Voilà, c'est des gens très cons. Quand les gens en face dépassent les limites, c'est ça que je parlais par rapport à la bulle de protection, malgré leur fausse politesse, parce qu'il y a des gars, c'est déguisé, hein, c'est sournois, hein, et puis après, ils s'offusquent. Alors malgré leur fausse politesse, fausse bienveillance, ils peuvent être des bouffeurs d'énergie et prendre l'ascendant sur toi. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ils peuvent être des bouffeurs d'énergie, prendre l'ascendant sur toi, c'est vrai, te faire sentir tout petit, tout minable, et ça doit vraiment te mettre la puce à l'oreille. C'est ça, j'avais l'eau à la bouche. C'est pas cette expression. Ça te met la puce à l'oreille que si des gens te font... Moi, je pars du principe que à partir du moment où n'importe quelle personne te fait sentir comme une merde, incapable, mal, en PLS, en désespoir, en remise en question trop profonde de ton être intérieur, te fait trop douter, tout ça, c'est que c'est des gens pas bons, c'est des gens mauvais, c'est vraiment, c'est le truc qui fait que, ah, bah oui, bah non, non, moi je suis dans le bon, c'est lui, c'est un fils de pute. Ok, point barre. Lui, c'est un toxique. Lui, c'est un connard. Il n'a pas appris, il n'a pas lu, il est dans cet état-là, il se croit dans le vrai, mais c'est pas bon, te laisse pas avoir. Et c'est justement ceux qui doutent, qui sont dans l'évolution, dans la progression, dans le travail sur eux-mêmes, dans le mieux-être et tout ça, qui vont être plus enclins à se poser des questions et à justement à être dans le mal, à se dire ah mais c'est moi qui suis dans le faux, ah mais c'est moi qui suis pas bien, mais et si machin. Et moi ça m'est arrivé bah là beaucoup avec les chiens de la casse du haut et voilà, et c'est un très bon apprentissage, dur, violent, mais très bon, parce que grâce à ça, d'ailleurs il paraît qu'il faut les remercier, merci fils de pute, grâce à ça je me suis découverte évidemment une force herculéenne, vraiment, voilà. Maintenant il n'y a plus personne qui va venir me casser les couilles, voilà, donc c'est super. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ils ne se rendent pas compte consciemment, parfois si, hein, et ils sont outrés quand tu les remets à leur place. Hein, évidemment, ils se rendent pas compte, ah bah non, bah... Et bien sûr, mais c'est le signe de ton évolution et de ta pleine liberté d'être et d'exister. Voilà. Tu dis fuck off, tu dis non, tu fais ta bulle de protection, mais en même temps, dans le réel, dans le concret, vous allez vous faire enculer. 22. Toujours avoir confiance en soi et en ses capacités. Tout le monde est doué, moi j'en suis convaincue. Tout le monde est doué pour faire quelque chose et où, de toute façon, on peut apprendre à maîtriser un art, une compétence, comme dans les Sims. Tu peux le faire. Que sais-je? Se faire confiance, c'est se donner sa chance. Alors parfois, c'est génial parce qu'il y a des gens qui sont là pour te pousser, pour te dire mais non, tu peux y aller, pour t'encourager, tout ça. Et donc ça aide évidemment à prendre conscience en soi et avoir la motivation et tout ça. Mais parfois, il n'y a pas des coachs comme ça. Parfois, il n'y a pas, ou parfois même, quand il y a ça, on n'est pas en capacité de l'entendre et de le croire. Et le seul vrai juge, le seul vrai coach qui va compter, ça va être toi dans ta tête. Se faire confiance et se donner sa chance, croire en soi est primordial. Mais oui, voilà. Numéro 23, là je parle en tant que quelqu'un qui a des tendances hyper mélancoliques, voire dépressives, dues à l'enfance. Pour moi, c'est pas compliqué, tout est lié à l'enfance, c'est vrai. C'est complètement ça. Et tout se joue avant 6 ans. J'ai appris, c'est vrai, hein, pour les gens qui sont tristes, déprimés de temps en temps, pour les nanas, moi je sais que comment ça s'appelle, j'ai du SPM, syndrome prémenstruel, où ça me fout à chaque fois des claques, où j'ai l'impression que rien ne va, tout est noir, c'est très compliqué, enfin voilà. Donc ça, couplé à parfois des tendances un peu mélancoliques, dépressives, parce que traumatisme de l'enfance, etc. Et aussi parce que, je tiens à le dire, parce que c'est pas que ça, on remet pas la faute sur l'enfance et sur le parent qui nous a élevés. C'est pas ça du tout que je veux, c'est aussi moi en tant qu'enfant, et tous les enfants et toutes les personnes, j'avais un terrain à accepter des choses négatives. On est d'accord là-dessus, hein. Il y a des enfants, ils vivent la même vie et pourtant ils vont être complètement différents parce qu'ils n'ont pas le même tempérament, le même terrain qui va accepter des choses négatives ou quoi. Vraiment, sincèrement.
Donc on n'est pas là pour faire de reproches et culpabiliser les parents. Ça, voilà. J'ai appris que c'était des vagues et que la lumière au bout du tunnel est absolument sans exception, mais putain, mais vraiment, toujours là. Toujours là. Un tunnel, c'est une entrée, une sortie. Et parfois le tunnel, il est hyper long, je sais. Mais ça, croisant quelqu'un qui a été... c'est compliqué de dire ça comme ça, suicidaire au bout du rouleau, tout ça. C'est comme quand je parle de la phagophobie, je n'arrivais pas du tout à avaler ma salive. Je pars de très loin, je n'avalais plus mes sécrétions et maintenant je mange très bien et je bois très bien. Et là je pars aussi du point de où je voulais en finir, même si j'ai jamais... Bon, on en parlera plus tard, mais c'est vraiment pour faire la distinction, la comparaison entre... des moments de torpeur atroces, mais atroces, hein, vraiment, où tout est noir, où plus rien n'existe, où plus rien n'a d'importance, où c'est horrible, où voilà, enfin, imagine-toi le pire du pire du pire, et ben moi je suis encore 10 milliards en dessous, et à maintenant, aujourd'hui, où je te dis, le tunnel a une entrée et une sortie, toujours. Ça peut être long, ça peut être faible, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel, il y a toujours une porte quelque part qui s'ouvre. Après un rendez-vous chez le dentiste très désagréable, le rendez-vous se termine et tu sors du cabinet. C'est pareil pour tout. C'est absolument... Et c'est... Ah putain, c'est tellement important de... Enfin moi, c'est ce que j'ai découvert évidemment dans la vie. Tout se termine. Tout a une suite, a une fin. Tout est changeant. Voilà. Ce qui va m'aider... Ah oui, ce qui va m'aider, c'est ma capacité à me répéter que ça va passer. Alors au début, tu n'y crois pas. Moi, il y a des fois, même encore maintenant, hein, j'y crois pas. Hein, c'est difficile. Il y a des soucis concrets, tout ça, de n'importe quoi. Il y a des situations qui perdurent, comme moi ici. Vraiment, c'est... Hein, et ça va passer, ça va aller, ça va passer. Il y a un moment, ça va changer. Je vais trouver une solution moi-même. L'univers va m'accorder une faveur, on va me tendre la main quelque part comme ça, faut être ouvert, faut être réceptif, ça va passer. Rien n'est gravé dans le marbre. Rien du tout. Alors oui, parfois faut attendre super longtemps, parfois c'est super long, parfois c'est super dur, parfois c'est super chiant. Mais il faut toujours s'accrocher à l'idée que ça va passer, que ça va évoluer, que ça va changer, que y a la lumière au bout. C'est sûr. Ça, mais j'en suis convaincue fois 1000. Je sais pas comment dire autrement. Pour moi, c'est une valeur sûre. C'est sûr, c'est vrai. On en est où? 24. Le temps. Ah bah tiens, c'est bien, c'est parce que ça se suit. Le temps guérit et apaise absolument tout. Oui, tout est une question de temps. La disparition d'un proche. C'est triste pour ceux qui restent et à qui le proche manque et tout, la mort, machin. Mais en fait, lui, il s'en bat les couilles. Hein. Il est mort, il est ailleurs. Après, on y croit pas, mais voilà. Faire des choses pour des gens qui sont morts, penser à des gens qui sont pas là, ou... Enfin oui, se rappeler de la mémoire des gens, c'est sympa, mais là, je parle précisément des gens qui sont plus là, qui sont partis. Il faut tourner la page. Il faut arrêter de ressasser le passé. Le temps guérit et apaise tout. Il apaise les cœurs brisés. Au bout d'un moment, c'est qu'un souvenir pas tellement agréable. Et encore, parfois, on en retire des choses cool. 25. Je vaux autant qu'un autre. Alors ça a été une problématique aussi pendant de longues années. Pendant peut-être 39 ans. 38 ans, jusqu'à ce qu'à un moment... Voilà, j'ai le droit de vivre... d'être, d'exister, d'avoir mes pensées, d'être chelou, ah ouais, d'être exactement qui j'ai envie d'être et qui je suis fondamentalement au fond de moi, d'être à l'écart, d'être dans ma tête et de penser exactement ce que je veux quand je veux. Personne ne viendra jamais contrôler mes pensées, à part moi, si je le décide, et c'est ma plus grande liberté. Tout ce qu'il y a dans ta tête, putain, ça n'appartient qu'à toi et tu en fais ce que tu veux et tu peux penser exactement ce que tu veux sur n'importe qui. Et du bien comme du mal, on est d'accord.
Et moi, je me suis faite à cette idée. Parfois, j'ai des idées noires, parfois, j'ai des envies noires, parfois, il me traverse des trucs complètement dingues dans ma tête. Et c'est cool. Avant, ça me faisait peur. Mais non, en fait, il faut les accepter. C'est comme ça. On a tous ce genre d'idées un peu farfelues, machin. Ou alors, on en a d'autres, des très bonnes, des très belles. Il faut tout accepter. Il faut faire du tri. Et après, il faut savoir ce que tu as justement envie de garder. À quelle pensée tu as envie de t'accrocher et quelle pensée tu as envie de faire grossir pour qu'elle devienne une croyance ou quelque chose qui te fait du bien ou quoi. C'est vraiment, tout est une question de choix et de décision. Et si tous les jours je dois combattre, oui, si tous les jours je dois combattre mon sentiment d'imposteur, parce que ça je l'ai eu et je l'ai encore de temps en temps, je le fais. Je le fais parce que je veux être bien. Et si tous les jours je dois m'encourager et me raisonner pour réaliser de nouveau que je suis à ma place sur Terre parce que j'ai décidé de m'incarner et de vivre, je le fais. Et le dernier numéro 26, j'ai réalisé aussi les pouvoirs extraordinaires de mon corps. Je suis plus respectueuse envers lui, ça c'est vrai, je suis plus consciente de mon corps, même si on va pas se mentir. Je mange encore pas mal de merde, style produits industriels et trop de sucre, je sais, j'en suis consciente, voilà. Mais j'ai conscience, surtout après mes grossesses et l'ulcère, l'œsophagite, que mon corps est un super-héros qui m'accompagne, me soutient et m'envoie des signaux que je dois écouter et respecter. Parfois quand on en vient genre à l'ulcère ou tout ça, des grandes maladies comme ça, c'est qu'il y a eu des signaux auparavant qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas écoutés, ou alors qu'on a ressenti mais qu'on en a fait fi et puis ça a grossi, puis c'est devenu une grande maladie. Je sais qu'il est mon vaisseau sur cette terre, c'est mon vaisseau de chair, dans mon incarné c'est la chair, et que tout peut basculer en peu de temps. Je ne veux pas vivre dans la peur, c'est pas ce que je me dis, je vais pas me dire toutes les 3 secondes, ah, purée, je risque de mourir, c'est atroce, je vais pas bien, tout ça. Je veux juste trouver le juste équilibre entre... on est mortel, le corps est déjà pas en décomposition, mais voilà, on a des rides et tout, il se fatigue au fur et à mesure des années. Donc l'aider un maximum, même si j'ai pas envie de vivre jusqu'à 100 000 ans, c'est pas l'idée du tout, j'ai pas du tout envie de ça. Mais d'être valide jusqu'au plus tard possible, d'être valide intellectuellement, au niveau du cerveau, tout ça, d'avoir ma raison et d'avoir ma lucidité et d'avoir évidemment ma mobilité et d'être valide quoi. Je profite de mon corps et de la vie, je mange un peu trop, oui c'est vrai, et je bois de l'alcool, ce qui n'est pas bon. J'ai arrêté de fumer, donc je ne mets plus de goudron, de tabac dans mon corps. Mais c'est vrai que je reste toujours une bonne vivante. J'aime beaucoup boire de l'alcool, j'adore ça. D'ailleurs, à un moment, j'ai cru que j'aurais des tendances alcooliques, mais en fait, non, pas du tout. Donc, et ça, c'est parce que parfois, j'ai peur. Je profite de mon corps, de la vie, je mange un peu trop, je bois, mais je sais aussi en prendre soin. Et ça, c'est important. Je sais que je fais des excès, mais je sais aussi me faire 1 jour, 2, 3 de diète, de jeûne. Je sais aussi parfois renverser la balance, je sais si j'ai des reflux, tout ça, ou si j'ai du mal à digérer, c'est que j'ai bouffé trop de pain et que le pain c'est acide et que c'est du gluten, etc. et que ça me va pas. Donc, mais ça vient certainement au fur et à mesure des années. 40 ans de vie sur Terre, on apprend à se connaître physiquement et à se connaître émotionnellement, mentalement, etc. Et c'est tant mieux, parce que comme ça, je pense qu'on vit mieux. En tout cas, moi, j'essaye au maximum de vivre mieux, d'être plus à l'aise, tout ça. Et mon enfance, mon adolescence, et on peut dire mes premières années de jeune adulte, c'est pas mes préférés du tout. Souvent, je me dis, j'aurais bien aimé avoir cette façon de penser et tout mon savoir de maintenant dans mon corps d'avant. Mais je sais que c'est pas possible parce que j'ai appris au fur et à mesure avec tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui s'est passé et toutes mes lectures et mon ouverture, etc. Donc voilà, c'était 26 au lieu de 40, ce qui est, je pense, déjà pas mal.